Bonjour Irina. Vous êtes officier général, docteur d'État en sciences politiques, auteur de plusieurs ouvrages. Nous avons déjà présenté Dieu n'a pas béni l'Amérique à la dernière fois. Vous avez fait la conférence du dialogue franco-russe. La semaine prochaine, non, dans 2 semaines, vous sortirez la suite et on va en parler un petit peu plus tard. Le 24 février 2025, c'est-à-dire cette semaine, lundi, 3 ans après le début du conflit en Ukraine, les États-Unis se sont alliés en quelque sorte avec la Russie lors de votes à l'ONU sur le conflit ukrainien, notamment adoptant une résolution réclamant la fin rapide du conflit. En même temps, le président français s'est rendu à Washington pour voir Donald Trump et le lendemain, Trump aurait déclaré 25% de droits de douane sur les produits européens. Ça, c'est à suivre. Ce sera après dans l'administration américaine va prendre des décisions d'ici quelques semaines. Ma question, à quoi servait la visite d'Emmanuel Macron aux États-Unis? Alors là, c'est une vaste question. Si vous me posez cette question, c'est parce que vous attendez une réponse assez franche de ma part. Alors je pense que ça n'a servi strictement à rien, parce que le président nouvellement élu des États-Unis, pendant les années où il a passé dans l'opposition, si on peut appeler cette période-là l'opposition, donc entre son premier mandat et le mandat actuel, a réfléchi à beaucoup de choses. Et il n'aurait pas pris autant de décisions si rapidement s'il n'avait pas, avec son équipe, prévu ce qu'il allait faire et la position que les États-Unis allaient adopter. Donc, imaginez aujourd'hui vouloir faire évoluer la pensée du président états-unien en matière de géopolitique, c'est, pardonnez-moi l'expression, mais c'est une absurdité. Je crois qu'il a fallu, pour M. Macron, sauver les apparences. D'une certaine manière, c'est ça. Mais il faut reconnaître que le président Trump est à la fois un patriote et un homme pragmatique, de qualité. Patriote, tous les présidents états-uniens l'ont été et le sont. Et on ne peut pas lui reprocher. Il aime son pays, il défend son pays. Il est au pouvoir, donc il a les moyens de le défendre. Et il ne faut pas imaginer que les États-Unis, en politique extérieure, auront une autre volonté que défendre les intérêts états-uniens. Et en matière intérieure, s'occuper du peuple, enfin de la population américaine. Donc ça, c'est un des aspects. Mais il y a une autre qualité du président états-unien, et je crois que M. Macron ne l'a pas compris, c'est que c'est un pragmatique. Et s'agissant de l'affaire ukrainienne, c'est un pragmatique. Il a compris que les errements des gouvernements antérieurs, américains bien sûr, ont amené à une quasi-défaite de l'OTAN. Et la défaite de l'OTAN, ça aurait été aussi la défaite des États-Unis. Ça n'était pas admissible. Et puis la vision que l'administration précédente états-unienne avait de la Russie était totalement infondée, totalement fausse, parce que au lieu de partir d'une analyse des faits, d'une analyse de la réalité, et pour ça je dis que le président Trump est un réaliste. L'équipe Biden, Kamala Harris, etc., il y a des gens beaucoup mieux qualifiés que moi pour parler de cette administration états-unienne, avaient considéré que la Russie était l'héritière de l'URSS, ce qu'elle est d'une certaine manière, mais elle est surtout l'héritière de la Russie d'avant 1917. Et elle présente des caractères qui sont ceux de la Russie de toujours, et la Russie ne pouvait pas être défaite par l'Ukraine et par l'OTAN. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé. La Russie résiliente, la Russie que des administrations précédentes voulaient fractionner, partager, défaire complètement. Elle ne s'est pas montrée conforme à ces idées que Biden faisait. Et alors là, c'est pour ça, j'en reviens à Macron,
au président Macron, lui est resté sur les idées anciennes, qui étaient évidemment en continuité ou sur le même registre que les idées états-uniennes. Donc il y avait une complémentarité, même pas une complémentarité, mais une complicité entre l'Union européenne et les États-Unis. C'était un même système. Or, du côté du concepteur de cette relation, de cette philosophie sur laquelle on peut revenir, mais qui était une philosophie hégémoniste, orgueilleuse, prétentieuse, le concepteur, les États-Unis, ont fait défaut d'une certaine manière. Il y a une rupture, et l'Union européenne reste sur les errements anciens. Et ce que M. Macron est allé faire aux États-Unis, c'est un peu essayer de défendre l'ordre ancien. C'est périmé, c'est fini. Maintenant, on est revenu à une vision des nations, une vision westphalienne des choses, où l'État et la nation sont une nécessité, et le respect des États-nations, les uns les autres, est une obligation. Donc, fini ce système, et les quelques dirigeants européens qui sont encore en place n'ont pas compris que c'était cette vision nouvelle qui arrivait. Le monde est multipolaire. Le monde arrive à la multipolarité. Et j'ajouterais qu'il y a là quelque chose qui, à mon avis, mais j'anticipe peut-être sur vos questions et j'en suis désolé, ça sonne le glas de l'Union européenne. Ça sonne le glas de l'Union européenne. L'Union européenne, c'est un système qui est pervers, qui a imposé... c'est une conception, en plus, ce qui est paradoxal, c'est que c'est une conception états-unienne. Vous savez, après la guerre, les États-Unis ont voulu, face à l'URSS, face au bloc de l'Est, avoir une vaste organisation qu'ils contrôlaient, et ils ont pensé que réunir les États européens dans une organisation particulière, c'était très bien. Et ils ont eu des alliés. Monnet, par exemple, dont certains Français encore encensent le nom, Monnet, Schuman. Le plan Schuman, il a été réalisé au secrétariat d'État des États-Unis, le plan Schuman, sur la CECA, sur l'Union européenne, la future fédération européenne. Il y a eu Walter Hallstein, qui a été le premier président de la Commission européenne, qui était un nazi, il faut le dire. Walter Hallstein, c'était un officier de la Wehrmacht et qui a été fait prisonnier, est allé aux États-Unis où il a été retourné et il a été mis en place comme premier président de la Commission européenne. Et donc, je vais un peu plus vite, mais l'Union européenne, qui a été une conception des États-Unis, aujourd'hui, ça ne sert plus aux États-Unis. Ils ont compris, et le président Trump plus particulièrement, avec son équipe évidemment, et je reviens sur le réalisme du président Trump, ils ont compris que ça n'était plus dans le vent de l'histoire. L'histoire n'est pas finie, contrairement à ce que disait Francis Fukuyama. L'histoire, elle continue, et l'histoire, c'est les nations. C'est les nations. Voilà. Donc, pour répondre à votre question, M. Macron a été bien accueilli. C'est sympa, mais ça ne servira à rien, parce que les États-Unis ont leur vision du monde, et puis la vision de leur intérêt. Quand l'ultralibéralisme n'est plus rentable, toujours, c'est cette question, eh bien, on met des droits de douane. Et le but des États-Unis, c'est toujours le même, c'est contrôler les richesses du monde et c'est contrôler les chemins ou les détroits, tout ce qui permet le libre transit des marchandises. Donc il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des droits de douane, que les États-Unis défendent leur propre industrie,
et qu'ils imposent sur toutes sortes de produits, de matières premières, des droits de douane parce qu'ils défendent leurs intérêts. Et les Européens, je ne parle pas en tant qu'Union européenne, mais les pays européens doivent faire la même chose. Par rapport aux richesses, vous dites les richesses, puisque la question des terres rares s'invite dans le débat, les Américains et les Européens, les terres rares ukrainiennes. Là, aujourd'hui, Volodymyr Zelensky se trouve aux États-Unis pour signer l'un des premiers accords sur les terres rares. Quels sont les vrais enjeux? Parce que là, on ne parle plus de la souveraineté de l'Ukraine, j'ai l'impression qu'on parle des terres rares, minéraux. Est-ce que la Russie va dire son dernier mot et comment vous pouvez décrypter ces accords? Alors, la Russie, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, mais je pense que nos auditeurs et spectateurs le savent aussi. C'est un simple rappel, la Russie, c'est le pays le plus étendu au monde. C'est évident que sur une telle surface, il y a toutes sortes de richesses. Il y a tout ce dont le monde a besoin, tout ce dont l'industrie du futur a besoin, il y a des terres rares. Et curieusement, il y en a dans le Donbass. Le Donbass qui... Bon, allez, je vais enfoncer une porte ouverte, mais c'est russe, le Donbass. C'est russe. C'est peuplé de russophones, c'est peuplé en fait de Russes, comme la Crimée. La Crimée, on n'en parle pas, je l'ai dit dans ma dernière intervention, la Crimée, ça a été conquis sur l'Empire ottoman et c'est russe. Et j'ai rappelé même que les Français et les Anglais étaient allés se battre contre le Tsar en Crimée. Donc il y a au Donbass et puis partout ailleurs, des richesses phénoménales. Et M. Poutine, qui lui aussi est un homme pragmatique, il s'entend, il y a tout pour bien s'entendre avec Trump. Il va profiter de la fin de cette mise en marge de la Russie pour utiliser les compétences des uns et des autres, pour mettre en valeur les richesses de la Russie. Et ça, c'est bénéfique pour tout le monde. Je pense que les sanctions vont être levées, parce que c'était scandaleux, bloquer les avoirs russes, et puis ça n'a pas été... Là aussi, c'est du pragmatisme, arrêter l'exportation du gaz, ça a ruiné l'Allemagne, c'est quand même ruiné, toute chose égale par ailleurs, bien sûr, mais ça a été assez contre-productif pour un certain nombre de pays, et finalement, pour cette vision que je décrivais à l'instant, que les États-Unis ont d'exploitation des richesses et de développement du commerce. Donc, entre deux pragmatiques, je pense qu'on va trouver un accord. Malheureusement, façon de parler, on ne peut pas juger de l'histoire et on ne peut pas juger des faits. L'Ukraine va être fractionnée, ça c'est clair.